Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre webinaire Nouvelle donne transformation des entreprises, une mutation permanente, qui sera animé par Stéphanie Foache, senior partner Topix, assistée de Monsieur Éric Gex-Collet, directeur général adjoint et DRH d'Aesio Mutuel, et de Thomas Cornet, cofondateur de Witifit. Donc, bonjour à tout le monde et merci d'être avec nous pour ce premier webinaire de Topix qu'on a intitulé Nouvelle donne. Peut-être écouter les podcasts de Topix l'année dernière, on les avait intitulés Nouvelle donne et ça nous paraît toujours aussi pertinent. C'est pertinent parce que Topix, en définitive, est un cabinet qui existe depuis 2 ans et demi et qui est spécialisé sur la transformation interne des entreprises. Dans un mode d'organisation assez spécifique. On a une équipe permanente très petite, on est 5 permanents, et toute une communauté d'experts, d'entreprises partenaires et de start-up autour de nous qui nous accompagnent pour conseiller les entreprises. On est sur 6 grands leviers en définitive. On accompagne les dirigeants, les équipes, les directions. Donc, ça peut être du conseil stratégique, ça peut être du coaching, ça peut être de l'assessment, de l'évaluation. On est aussi sur la transformation stratégique, typiquement Aesio, qui était un de nos premiers clients et un client historique, on l'a accompagné sur sa transformation et sur le rapprochement de IOV, MCD, d'Apreva et d'Adreva pour créer Aesio. On accompagne aussi beaucoup les DRH et les directions des ressources humaines, puisqu'on vient tous à l'origine de DRH. Donc, on peut accompagner des DRH sur des repositionnements, sur des nouvelles organisations. On les accompagne aussi sur des réformes de politique RH, que ce soit de la mobilité, de la GPP, le GPEC, du recrutement, des filières d'expertise, de la qualité, de la santé, enfin, globalement toute l'expérience collaborateur. Et puis, bien évidemment, en ce moment, notre sujet phare est sur les nouvelles organisations du travail, avec ce qui se passe et ce dont on va parler aujourd'hui. Et puis, notre dernier axe qui tient à cœur au fondateur de Topix, qui est Bruno Mettling, la rénovation du dialogue social. Donc, on accompagne beaucoup d'entreprises à la fois sur la formation, avec des formats intéressants qui mixent expertise et expérience, du conseil en dialogue social, des signatures d'accords. Enfin, on est très présent sur ce sujet-là. On remercie tous les clients qui nous ont fait confiance dès le début, dont vous voyez quelques logos. Et je remercie Éric Gex-Collet et Thomas Cornet d'être à mes côtés pour animer ce premier webinaire. Bonjour Éric et bonjour. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous et Stéphanie. Alors, si on parle en définitive de cette nouvelle organisation du travail et sur le modèle de demain, en définitive, la crise qu'on vient de traverser, le confinement un petit peu subi qu'on a depuis maintenant bientôt plus d'1 an, est en train en fait de faire une nouvelle donne sur l'organisation du travail et tout le monde est en train de chercher, toutes les entreprises qu'on accompagne et les autres aussi d'ailleurs sont en train de chercher un nouvel équilibre entre le télétravail, le travail sur site et l'émergence de plus en plus forte des tiers. Karine, si tu peux modifier la slide. Merci beaucoup. C'est la suivante. Donc, sur le télétravail, en définitive, c'est encore celle d'après. Ce qui est en train de se dégager, en définitive, c'est que les collaborateurs aspirent à garder des avantages, des enseignements et aspirent à télétravailler plus que ne travaillaient hier, puisque ce confinement a montré que le télétravail permettait d'être à la fois productif, d'avoir un meilleur équilibre de vie privée, vie pro, et permettait finalement de travailler normalement. Donc, aujourd'hui, se dégage une tendance autour d'un minimum de 2 jours de télétravail par semaine, donc 2 à 3 jours, avec des usages qui sont en train de se préciser autour du social, du lien, du collectif, de la culture d'entreprise, de la co-création, des usages très spécifiques. Non, pardon, ça c'est sur site, le télétravail plutôt sur des tâches de concentration, des tâches de run, des tâches auxquelles on est déjà habitué, des tâches qui sont déjà lancées avec des équipes
connaît déjà. Donc ça, le télétravail permet parfaitement de faire ça. Sur site, on va plutôt chercher au contraire du lien, du collectif, de la co-création. On va chercher à rencontrer des collègues, on va chercher de la cantine, du restaurant et de faire connaissance, y compris avec de nouvelles personnes. Et puis, sur les tiers-lieux, en définitive, on peut avoir deux usages qui sont très différents l'un de l'autre. Un usage qui est vraiment, j'ai envie d'avoir moins de temps de transport que ce que j'avais hier. Donc, la demi-heure, l'heure et demie, j'étais prêt à faire hier. Je suis un peu moins prêt à le faire à la sortie de ce confinement. Et donc, j'aimerais bien que l'entreprise me propose un tiers-lieu pour me rapprocher de mon domicile. Donc là, c'est des tiers-lieux d'entreprise, c'est des espaces de coworking, c'est aussi des bureaux partagés avec des entreprises qui ont le même métier, c'est des bureaux partagés avec des fournisseurs, avec des partenaires, avec des voisins. Donc on voit bien qu'il est en train de se dessiner 3 pôles de sites là où les collaborateurs peuvent travailler et avec des usages très différents. Dans les tiers-lieux, vous avez aussi des tiers-lieux qui sont beaucoup plus sur l'ouverture, l'innovation, l'inspiration. Je pense à des entreprises, beaucoup de bruit, hein. Je pense à des entreprises qui mettent des équipes chez Station F, chez Paris & Co, à la Cité Fertile, et donc qui cherchent à mettre leurs équipes au sein d'écosystèmes, en définitive, qui vont aider leurs collaborateurs à s'imprégner d'un sujet ou être plus innovants. Donc voilà, les entreprises aujourd'hui cherchent cet équilibre. On a vu des entreprises comme PSA qui ont décidé de mettre 40 000 collaborateurs en télétravail plus de 3 jours et demi par semaine. On a vu les GAFA aussi qui ont renoncé au début de la crise à leurs sièges sociaux et qui aujourd'hui sont en train de revenir un peu sur cette décision et cette tendance qui était tout le monde peut être en télétravail. Et sont en train de dire qu'en fait, pour la créativité, pour la sérendipité des équipes, le travail sur site est quand même important. Cette nouvelle forme de travail a des nouveaux enjeux avec à la fois des opportunités et à la fois des risques. Les opportunités, on les a pas mal lues dans la presse, hein, c'est un meilleur équilibre de vie privée, vie professionnelle, c'est un gain de temps, c'est de la baisse des dépenses. C'est aussi une plus grande autonomie pour les collaborateurs qu'ils ont découvert pendant le confinement et qu'ils apprécient, qu'ils ont vraiment envie de garder. C'est aussi des sujets de flexibilité. Donc là, les entreprises réfléchissent à quelle flexibilité donner. Est-ce qu'un collaborateur qui est en télétravail peut travailler quand il le souhaite sur une plage horaire qui est complètement ouverte, flexible? Est-ce que c'est une plage horaire qui est élargie, mais qui est quand même encadrée? Quelles sont les places de joignabilité en fait pour que l'équipe puisse travailler ensemble? Ben, c'est toutes ces questions-là qui se posent aujourd'hui. C'est aussi l'occasion de refondre et de simplifier les process. Donc, il ne s'agit pas de mettre du télétravail et de mettre des couches supplémentaires. Il s'agit de re-regarder la façon dont on travaille et comment est-ce qu'on collabore et comment ce parcours se passe. Ça a un impact favorable en termes de développement durable parce qu'il y a plutôt moins de transport, bien qu'aujourd'hui on nous dise que tout le monde est connecté, que ça consomme pas mal. Donc ça, c'est un sujet sur lequel je pense que le fixe dans les semaines à venir. Et puis, c'est une façon plus agile de travailler parce qu'on a vu, en définitive, que les entreprises ont déployé un IT, des outils collaboratifs très, très rapidement. Moi, j'ai des DSI qui m'ont dit qu'en 3 ou 6 mois, ils avaient déployé leur programme de 3 ans ou de 5 ans. Donc, il y a eu une accélération de la transformation IT et de la prise en main de ces outils par les collaborateurs. Ça, ce sont les opportunités. Dans les risques, on a des risques de sur- ou de sous-activité, et ça s'est vu très très fort pendant le confinement, des gens qui commençaient à travailler à l'heure où ils partaient, des gens qui s'arrêtaient plus au déjeuner et qui se sentaient coupables de couper leur ordinateur et qui enchaînent les WebEx d'une heure non-stop pendant la journée, avec des risques physiques et psychiques, cette sédentarité, cette position devant son ordinateur, et des risques de stress, de burn-out, y compris d'addiction. Vous avez aussi un risque d'isolement avec rupture du lien social. Donc, tous ces liens qu'on avait avant et qu'on n'a plus. Donc, là, une attention particulière pour les personnes fragiles, pour les personnes seules. Des pertes de repères, des collaborateurs qui disent qu'en définitive, lorsqu'ils étaient au bureau, au sein d'équipes, ça leur donnait un repère, ça leur donnait du soutien
s'ils avaient des questions. Ça leur donnait un rythme aussi. Donc, le collectif au bureau était aussi des repères et certains collaborateurs ont du mal à garder leurs repères quand ils sont chez eux. L'affaiblissement du collectif, on va en reparler, avec un désengagement et un désengagement certain pour les entreprises dont les collaborateurs pensent que la crise n'a pas forcément été bien gérée. Et puis un sujet d'équité et d'égalité. Équité, égalité face aux nouvelles technologies. C'est certain que les collaborateurs qui sont aujourd'hui plus à l'aise avec les nouveaux outils, c'est plus facile pour eux, mais un sujet d'équité et d'égalité aussi face à la mobilité, parce qu'on se rend compte que les collaborateurs qui sont sur site, qui sont au siège, qui entretiennent physiquement le réseau, ont des promotions et des mobilités qui sont facilitées. Donc, voilà les opportunités de ce nouveau modèle et les risques que ça comporte. Stéphanie, je vais juste prendre la parole 2 minutes. On a des personnes qui sont connectées par téléphone. S'ils pouvaient mettre leur micro sur mute, parce que ça crée des interférences. Donc, voilà, j'espère qu'on a 4 personnes qui sont connectées. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, ma dernière slide, Karine, qui est sur la proposition de valeur, en fait, que les entreprises aujourd'hui doivent retravailler un petit peu avec cette entreprise hybride, cette entreprise distribuée. Donc, c'est vraiment d'accompagner la transformation avec de l'écoute, une écoute renforcée. Et c'est pour ça qu'on a invité Eric et Thomas aujourd'hui, parce que Witifit est un outil qu'on a déployé chez AESO et chez d'autres clients qu'on aime particulièrement bien, parce que à la fois, c'est un outil d'écoute, mais c'est aussi un outil qui permet aux managers et aux équipes d'interagir et de s'améliorer en continu. Donc, on aime beaucoup cette solution. Mais quelle que soit la solution, en définitive, l'écoute nous paraît absolument fondamentale, à la fois pour co-construire ce dispositif de demain, pour écouter les collaborateurs, pour savoir, une fois qu'on a co-construit ce dispositif et qu'on le déploie, comment ça se passe, est-ce qu'il faut qu'on aménage, qu'on itère, parce qu'on est en train tous d'écrire une page blanche finalement qu'on ne connaît pas. Donc, ça nous paraît aussi important d'écouter pour analyser la charge de travail et réagir assez rapidement. Et puis, ça nous paraît important aussi de voir les temps de connexion. Donc, c'est une réponse aussi accrue, enfin une réponse à l'exigence accrue sur le parcours du collaborateur, parce que le collaborateur demain va devoir déclarer quand il est en télétravail, déclarer quand il est au bureau, quand il ira au bureau, comme il y aura vraisemblablement des espaces qui seront aménagés avec du flex office, réserver une place de flex office, réserver des salles de réunion. Il ne faudrait pas que le collaborateur ait à remplir ça dans les systèmes plusieurs fois. Donc, comment est-ce qu'on fluidifie son parcours et comment est-ce qu'on lui propose une expérience renouvelée? Donc, on l'a vu, les usages sont différents en fonction de si les collaborateurs sont chez eux, sur site, dans un tiers-lieu. Comment est-ce qu'on réaménage les espaces pour lui proposer du social, de la confidentialité, du collectif, de la co-création? Comment est-ce qu'on maille les sites pour que ce soit le plus proche possible des collaborateurs pour réduire ce temps de transport qu'ils ont tant apprécié lorsqu'ils étaient en confinement? Et comment est-ce qu'ils se déplacent? Donc, il y a un sujet également de réengager le collaborateur, parce qu'à la sortie de cette crise, beaucoup de collaborateurs et beaucoup de personnes, en définitive, ont été un peu interloqués de ce qui se passait. Donc, ça a amené beaucoup de questions sur le sens, sur l'environnement, sur la durabilité des modèles et sur l'entreprise pour laquelle les travailleurs voulaient travailler. Donc, on voit dans toutes les entreprises qu'on accompagne une nécessité de redonner un cap, plus que jamais, et puis d'organiser la culture, le lien et le collectif autour de ce cap. Il faut que les entreprises portent une attention particulière aux risques qu'on a vus. Et puis, bien évidemment, tout ça s'accompagne avec une transformation de la culture managériale, autant de sujets dont on va parler avec Eric et Thomas. Donc, ce que je vous propose, Eric et Thomas, c'est de nous raconter un peu comment cette nouvelle organisation du travail, peut-être on va démarrer par Eric chez AESO, se déroule. Et comment est-ce que vous vous y êtes pris? Merci Stéphanie. Je commencerai en disant que on a déjà vécu une crise depuis maintenant un peu plus d'1 an. J'en reprendrai quelques-unes, mais je pense surtout qu'on n'est pas encore à l'abri de nouvelles surprises. Je veux dire par là que on commence seulement à faire les retours d'expérience, on commence seulement à analyser ou à comprendre un petit peu les principaux mécanismes que tu as évoqués, Stéphanie, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses devant nous qu'on n'a pas encore forcément bien identifiées. Et donc, je dirais, je fais ce préambule pour dire que tout ce que je vais dire maintenant, c'est empreint d'extrême humilité,
D'abord parce que je suis pas un sociologue du travail et que donc je dirais voilà, moi je vais simplement vous partager là dans cette première partie je dirais un petit peu comment on l'a vécu de manière un peu caricaturale peut-être et un peu simpliste et puis qu'on commence à en tirer. Chez Aesio, je pense que depuis le mois de mars de l'année dernière, on a fait un saut quantique. Je ne sais pas dans quelle dimension, mais on a fait un saut quantique dans plein de dimensions. Parce que quand ce qui nous est à tous arrivé est arrivé, on n'y était bien évidemment pas préparé. On avait tous élaboré des plans de continuité d'activité, des PCA super carrés avec des belles procédures où on faisait des simulations de PCA, mais la simulation de PCA, c'était juste il y a le feu dans un bâtiment, qu'est-ce qu'on fait? On appelle les pompiers, quoi. En gros, c'était ça. Je caricature un peu, mais c'est ça. Sauf que là, le PCA, on l'a fait vrai, et dans des dimensions sur l'ensemble de l'entreprise que je pense très peu d'entre nous avaient pu imaginer. Alors nous, je dirais, depuis un an, je pense que ça a révélé plein de choses. Ça a révélé du positif comme ça a révélé du négatif. On parle souvent des effets secondaires négatifs du virus. Je pense que finalement, dans l'entreprise, ça a des effets secondaires, mais aussi positifs, parce que ça a permis de révéler des manques. En tous les cas, chez nous, encore une fois, je n'ai pas la prétention de généraliser, que mon propos, en tous les cas, généralise la situation, mais en tous les cas, chez Aesio, ça a révélé des manques tout bêtes. Quand le 17 salariés à leur domicile, il y a un moment donné, on s'est dit « Ah, mais ils sont donc partis. Et comment on va les contacter maintenant parce qu'ils n'ont pas tous de téléphone portable, ils n'ont pas tous une adresse mail accessible depuis leur domicile. Donc, ça révèle de ce type de manque-là. Ça révèle des manques très opérationnels, des manques sur la capacité à outiller rapidement les gens. L'exemple que je prends souvent, c'est on s'est aperçu que nous n'étions pas des logisticiens. En fait, on n'est pas Amazon chez Aesio, sauf que quand vous avez une centaine de milliers de masques à distribuer à tout le monde, ma foi, on gratte un peu la tête. Donc, ça révèle des manques. Pour autant, ça, c'est un petit peu le côté négatif, un peu humoristique, je le dis comme ça aujourd'hui. Mais pour autant, ça révèle des choses que, en tant que DRH, je pouvais espérer, je pouvais imaginer, mais qu'en vrai, ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Des gens extrêmement agiles, en fait, capables de s'adapter de manière extrêmement rapide. Bien sûr, il y a des exceptions qui confirment. Mon propos n'est pas de généraliser non plus, mais donc des personnes capables de réagir extrêmement rapidement, de s'organiser extrêmement rapidement. Finalement, on a réussi à démultiplier beaucoup de choses, là aussi, de manière un peu anecdotique. Au moment où la situation est arrivée, on était en train d'envisager le déploiement de l'outil Teams sur l'ensemble de l'entreprise. Et on avait fait un plan très précis avec des lot numéro 1, lot numéro 2, lot numéro 3, avec un plan de déploiement de 18 à 24 mois. Sauf que là, on l'a fait en 3 semaines, quoi, quand même. Et puis, on n'a pas fait les formations Teams, ou très peu. Tout le monde s'est auto-formé, machin, etc. Donc, je veux dire par là simplement que ce que je retiens aussi, c'est une capacité des collectifs d'équipe, mais à la fois finalement à relever les défis extrêmement rapidement. En tous les cas, moi, le constat que je fais chez Aesio, c'est que l'activité, elle ne s'est jamais arrêtée. Le service à l'adhérent et le service au client, il a jamais. Alors oui, il a diminué à un certain moment, bien évidemment. Dans tous les cas, il s'est jamais dégradé. Et que donc voilà, il y a je dirais le recul que moi, avec le recul aujourd'hui, je trouve que ça a été un accélérateur de comment je pourrais dire ça. Oui, un vrai accélérateur de transformation, mais aussi parce qu'en plus on avait une particularité chez Aesio, c'est que non seulement au moment où c'est arrivé, on était en train de préparer une grande opération de rapprochement et de fusion de différentes entités. Alors, c'est déjà compliqué en mode normal, mais là, on est obligé de le faire en mode distanciel et en mode Covid, si je puis m'exprimer ainsi. Mais pour autant, voilà, on y est arrivé. Donc, il y a eu la mobilisation, on a déployé des outils, beaucoup d'outils. On parlera de Witifit tout à l'heure, bien évidemment, qui nous a aidés, bien évidemment, dans tout ça. Mais donc, ça a été un accélérateur de transformation. Ça a été, d'une certaine manière, un accélérateur, je dirais, de sédimentation sociale, parce que finalement, peut-être qu'on se voit plus on se voit plus physiquement depuis maintenant plus d'un an, en tous les cas pour une bonne partie d'entre nous. Pour autant, moi j'ai l'impression d'avoir jamais eu autant d'interactions sociales par l'intermédiaire notamment des outils. Alors, il a fallu compenser, bien évidemment. Ça remplace pas tout. On y reviendra, je pense, dans la discussion tout à l'heure, mais ça a permis d'accélérer et donc de se dire, alors maintenant, quelle sera l'organisation de demain? Moi, je suis pas encore capable de le dire, Stéphanie. Je n'ai pas cette prétention-là. Je pense qu'elle sera hybride, forcément. Voilà. Il y aura des gens dedans, il y aura des gens en dehors, il y aura des gens ailleurs, je ne sais pas encore où. Mais on voit bien que ça a déclenché quelque chose de nouveau. Ça a fait gagner probablement plusieurs années.
Eric, pendant qu'on préparait, tu m'avais parlé de quelque chose d'intéressant qui était sentiment d'inéquité à contre-pied des institutions a priori entre les télétravailleurs et ceux qui étaient sur site. Une minute, parce qu'on est déjà un peu en retard. Oui, on a fait plusieurs vagues avec l'outil Witifit, dont la dernière qui est récente, là, qui est au mois de mars, qui nous a permis de détecter quelque chose que je n'avais pas vu venir, en tous les cas. En tous les cas, si je l'avais vu venir, je l'aurais probablement vu dans l'autre sens. Et qu'en fait, l'outil qu'on a utilisé pour demander aux gens comment ils avaient vécu en fait cette année, en gros, au travers de quelques questions, et on s'est aperçu finalement, moi je me suis aperçu qu'il y avait une segmentation entre ceux qui avaient télétravaillé, ou ceux qui sont encore en télétravail massif, 4 à 5 jours par semaine, et ceux qui finalement n'avaient pas pu télétravailler, je pense particulièrement au réseau de nos agences, ou à d'autres fonctions qui ne sont pas éligibles au télétravail. Et il y a une différence de perception, mais pas comme on aurait pu le penser au début de la pandémie. Au début de la pandémie, on aurait pu penser que, et ça a été le cas au début, c'était plutôt les télétravailleurs qui ne se sentaient pas bien. Or là, moi je m'aperçois en tous les cas dans les résultats que nous avons eus, que finalement, c'est plutôt ceux qui ne peuvent pas télétravailler qui expriment un sentiment, alors je ne veux pas dire de mal-être parce que ça ne va pas jusque-là, mais un sentiment d'inéquité par rapport à ceux qui finalement, comme tu l'as dit tout à l'heure, eux peuvent rester chez eux le matin, n'ont pas les obligations de transport, etc. Et donc c'est intéressant parce que ça permet d'identifier des populations finalement qu'on n'avait pas imaginées, alors qu'on était sur des strates classiques, quoi, management, pas management, cadre, pas cadre. Merci Eric. Thomas, peut-être quelques mots sur ce qui ressort de sans trahir aucun secret ni confidentialité pour tes clients, mais quelques traits qui ressortent des enquêtes Witifit menées pendant cette période. Oui, je veux dire qu'il y a deux choses qu'on a constatées. Donc, on a été bien évidemment, on va dire, touché, comme tout le monde, par cette surprise en mars l'année dernière. Et là où on pensait que l'activité, effectivement, allait être en berne et que les RH, dont souvent on dit que ce sont les parents pauvres dans l'entreprise, etc., finalement ont eu énormément de soutien, de besoin et d'envie de pouvoir rentrer dans quelque chose qui était déjà existant et multiplier les approches et l'écoute des collaborateurs. Le deuxième élément qu'on a pu voir, c'est que le rapport au travail ayant changé, il y a eu énormément d'éléments qui sont ressortis autour des besoins d'évolution du management, autour des locaux, notamment parce que par ce monde hybride forcé qui est très aujourd'hui encore exacerbé par la quantité de travail pour ceux qui veulent le faire, qui peuvent le faire, change quand même pas mal la donne. Et donc, toute cette notion-là, on sentait bien que sur l'ensemble des indicateurs et au niveau de l'organisation, etc., il était hyper important de pouvoir l'adapter. Et donc ça, c'est quelque chose qui était vraiment très, très prégnant. Le deuxième sujet qu'on a pu constater, c'est que, et là, ça reprend un peu un des fondamentaux du point d'Eric, c'est qu'il y a encore des surprises. Et je sais pas, moi non plus, si on va en avoir beaucoup, pas beaucoup, etc. Mais on voit qu'à chaque fois qu'on avait l'impression de sortir un peu du tunnel, hop, on a un truc, on a des variants, on a des problèmes de vaccins, donc on ne sait pas trop encore vraiment si le tunnel va être là ou pas là, etc. En revanche, ce qui est sûr, c'est que cette notion de test and learn, d'écoute des besoins et des notions des collaborateurs pour permettre à l'organisation d'être performante, devient complètement fondamentale, puisque pour le coup, si on ne fait pas ça, on n'a pas de capacité à pouvoir mettre en place les bonnes organisations et savoir si oui ou non elles sont pertinentes ou efficaces. Et donc, au travers de l'engagement qui, lui, est toujours présent, c'est toujours le Graal des entreprises, hein. Comment aujourd'hui, qui plus est, avec cette distance, etc., je conserve des collaborateurs engagés, eh bien, c'est par l'écoute, par l'implication, par ce test and learn qu'aujourd'hui, on les met finalement acteurs de leur situation et ça permet effectivement de créer ce collectif. Et ça, c'est des enseignements qu'on voit de manière transversale à tous les niveaux et que finalement, personne n'y a coupé. C'est vraiment les points les plus transversaux. Sur l'écoute, Eric a un peu répondu à la deuxième question qui était transfo de l'organe du travail et écoute, mais sur
Sur les, peut-être Eric, tu peux nous faire part de ton expérience, parce que c'est intéressant. On avait déployé un outil d'écoute pour le rapprochement. On a ensuite redéployé une vague au moment du premier confinement. Et puis là, tu me disais finalement la troisième vague, il y a une certaine maturité des managers et donc les apprentissages sont un peu différents. Donc, comme l'écoute. Alors, d'abord, dans cette phase-là, on s'est bien rendu compte que la question de l'écoute, elle était déjà vraie avant, mais elle est encore plus vraie aujourd'hui, hein, bien évidemment. Et effectivement, l'outil, lorsqu'on a commencé à l'utiliser il y a maintenant un petit peu moins d'un an, je dirais, aujourd'hui, on est en train de l'apprivoiser, l'outil, en fait. Ce que je m'aperçois, c'est ça. C'est que d'abord, il faut, le jour où on utilise ce type d'outil-là pour évaluer différentes thématiques, parce que l'intérêt aussi, c'est qu'il est protéiforme. Il peut être utilisé de différentes manières, pour différents objectifs. Il n'est pas monolithique. Donc, on peut avoir un besoin à un instant T qui veut qu'on veut mesurer, écouter telle thématique, et puis à un instant T plus 1, on veut écouter autre chose. Donc, ça, c'est très pratique. Et donc, on est en train de l'apprivoiser. Et là, on a déjà fait 3 vagues en moins d'un an sur des thématiques différentes. D'abord, on était effectivement, comme tu l'as rappelé, sur notre projet de rapprochement sur lequel on voulait mesurer mesurer de la compréhension, de l'adhésion, etc. On l'a utilisé une deuxième fois parce qu'on s'est dit là, maintenant, les gens, ils sont fatigués, ils sont confinés, reconfinés, déconfinés. Donc, on voulait mesurer un petit peu l'état de forme général. Et puis là, on l'a utilisé, donc je le disais tout à l'heure récemment au mois de mars, je dirais, en gros, je ne vais pas dire pour fêter le premier anniversaire, mais pas loin, je dirais pour dire un petit peu, et finalement, comment tout ça, vous l'avez vécu. Alors, c'est intéressant parce que ça veut dire que déjà, dans les équipes qui sont chargées de l'utilisation, du pilotage, bah, ça y est, ils s'approprient. Ça fait partie du paysage aujourd'hui des différents outils de la mutuelle. Ça, c'est une première chose qui est intéressante. Et puis surtout, on s'aperçoit qu'à force de vagues, alors attention, on suit à pas faire trop de vagues parce que c'est fini, la vague finit par tuer la vague peut-être, mais à force de faire des vagues, l'outil s'inscrit aussi dans le paysage des salariés. Alors peut-être que sur la troisième vague, on a eu un taux de participation moins important que ce qu'on avait pu avoir sur les précédentes. Ça, il faut qu'on y réfléchisse et qu'on voit si c'est pas un effet d'usure aussi à un moment donné. Ça, c'est pas exclu. Mais ce que je vois surtout à la troisième vague, c'est que, contrairement aux 2 premières, on a peut-être eu moins de gens qui ont répondu, mais par contre, on a eu une appropriation beaucoup plus importante du management des résultats de l'outil. Et ça, c'est très important, parce que jusqu'à maintenant, les premiers, ils étaient contents de le faire, mais je vais être un peu excessif et caricatural, c'était le truc de la RH, en fait, hein, c'était pas trop le bien. Et puis là, en fait, on s'aperçoit que non, finalement, ils se disent « Ah, mais oui, mais du coup, je peux détecter des signaux faibles ou des signaux forts, malheureusement. Je peux détecter des choses que je n'avais pas vues dans la construction de mon équipe, dans l'animation de mon équipe, et donc après, je peux cibler par des opérations ponctuelles, je dirais, corriger ou de mener des plans d'action. Et ça, je trouve que c'est très important. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que il faut donner sa chance à l'outil, en fait, et l'inscrire dans une perspective de moyen terme et pas uniquement dans une perspective de one shot. Parce que sinon, on sera fait plaisir, mais on ne sera fait que plaisir. Alors qu'en fait, c'est lié, je dirais, ça permet aussi de monter une politique générale. Voilà, c'est ça. Et donc, cette écoute et cette implication des managers, comment est-ce que tu vois l'évolution du management dans cette crise en définitive? Puisque, on l'a vu, les managers quand même ont été très sollicités pendant le premier confinement, très sollicités, parce que c'était eux qui faisaient vraiment le lien entre l'entreprise et les collaborateurs. Et moi, j'ai vu des managers assez surmenés, hein, c'est-à-dire qui téléphonaient et qui étaient un petit peu en stress de passer à côté de quelque chose d'important. Et il y a beaucoup de choses qui ont reposé sur leurs épaules. Et puis, on se rend compte que la transformation de l'organisation du travail de demain va aussi reposer sur une transformation culturelle du management fondamentale. Donc, j'ai un peu abordé en intro. Hein, on était déjà plus dans le command and control, mais demain, de toute façon, c'est vraiment plus possible de faire ça. Donc, du test, du learn, du improve, et c'est vraiment sur la confiance, sur la responsabilité, sur l'autonomie des collaborateurs. Comment est-ce que je communique avec une entreprise, enfin avec une équipe qui est dispersée, qui est hybride, avec certains collaborateurs qui sont chez eux, certains collaborateurs qui sont au bureau. Comment est-ce que j'utilise le digital? Est-ce que j'ai une bonne maîtrise de l'outil? Est-ce que je suis aussi impactant via un écran qu'en physique? Enfin, on se rend compte que les managers ont une grande transformation culturelle à faire. Comment ça se passe chez Aesio? Et puis, ou Thomas, peut-être, qu'est-ce que tu vois dans tes études, chez tes clients, sur la transformation managériale? En fait, on l'a constaté par… on a plusieurs dimensions qu'on peut piloter, et comme le disait Eric,
on va piloter et suivre ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Il est sûr qu'aujourd'hui, en termes de praticité, pour que effectivement le système, que la vague ne tue pas la vague suivante, etc., il est hyper important qu'il y ait une notion de action-réaction. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai capté, c'est pour mettre en musique des éléments et que les collaborateurs, pour tout ou partie, voient effectivement l'impact de pouvoir donner ces feedbacks-là. En revanche, ce qui est essentiel aussi, c'est que, comme le disait Eric, souvent au lancement, enfin, je dis souvent, après les entreprises ont des stratégies parfois qui sont différentes, mais souvent c'est effectivement l'outil des RH parce que ça vient des RH. Bon. Et puis petit à petit, ils se sont aperçus que, et ça a été clairement renforcé par la crise sanitaire, c'est qu'ils devenaient quelque part aveugles. Et quand on disait qu'effectivement, avant la crise, que le contact managérial, l'action managériale et soft skills étaient importantes, là, elles sont devenues complètement essentielles. Et cette notion-là de pouvoir venir au contact, comprendre ce qui s'y passait, voir qu'est-ce qui, pour le coup, pouvait tirer vers le haut ou par le bas une équipe et qu'est-ce qu'il fallait mettre en place pour le déployer, c'est devenu quelque chose de vraiment très fort. Et ça, comment on s'en a aperçu? Par la notion de soutien. On a vu que pendant la crise, sur des indicateurs de soutien, sur des thématiques très spécifiques, hein, le soutien est à différents niveaux. Il est au niveau de l'entreprise, au niveau des collaborateurs, au niveau des managers. Eh bien, on a vu que globalement, il y a eu une demande qui a été très forte au début et que petit à petit, cette notion de soutien, elle s'est améliorée parce que derrière, le management avait mis ce système d'écoute et d'interaction de manière plus efficace. Et cette appropriation petit à petit, parce que ça ne se fait pas en mode Big Bang, hein, enfin, on n'a jamais connu un client en mode Big Bang. En revanche, cette utilisation petit à petit permet réellement de pouvoir rentrer dans des choses qui sont importantes et qui touchent les collaborateurs réellement. C'est-à-dire qu'on ne va pas travailler sur quelque chose, une vision très macro, on va vraiment travailler sur du micro et ce qui touche l'équipe. Et au plus, effectivement, on est auprès des besoins de l'équipe, au plus, effectivement, ça a de la pertinence et au plus, effectivement, cette notion d'appropriation par le management devient une aide, un soutien et un outil de la décision. Ok, merci. Alors justement, Eric, il y a une question pour toi. Je ne sais pas si tu l'as vu dans le chat. Quand les salariés sont interrogés, comment organisez-vous la réponse à leur apporter, et notamment si vous ne souhaitez pas répondre positivement à une demande, si elle n'est pas prioritaire? Alors c'est marrant cette question parce que ça fait partie des résistances qu'on a eues sur le pilote, au moment du pilote de Witifit, sur la première vague avec Aesios. Il y avait un stress en interne qui était si les collaborateurs demandent des choses auxquelles on ne veut pas répondre, s'ils posent des questions, enfin… Cette transparence et cette instantanéité a un peu inquiété au début, et puis j'ai l'impression que l'inquiétude s'amenuise, voire a complètement disparu, Eric. Quand on rentre dans cette logique-là, il faut être prêt à tout entendre. Si on n'y est pas prêt, c'est pas la peine d'y aller. Donc, il faut attendre à ce qu'on nous pose des questions, qu'on nous interroge sur des thématiques parfois simples, et puis d'autres peut-être un peu plus complexes. Alors après, une fois que les questions sont posées, ben, il faut y répondre. Voilà. Alors, il faut répondre, soit en répondant de manière précise parce qu'on sait répondre à la question et on apporte des éléments, soit en répondant que c'est une bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée et on va élaborer, on a bien pris en compte et on va élaborer le plan d'action. Soit on répond que la question est bonne, mais qu'on n'est pas en capacité déjà aujourd'hui d'y répondre. Et non pas qu'on procrastine et qu'on pousse devant nous, mais en tous les cas, qu'on n'est pas en capacité maintenant, parce qu'on n'est pas en capacité de toujours tout répondre à l'instant T, mais qu'on y répondra à un moment donné. Mais ça veut dire, en disant ça veut dire qu'il faut résultat. Ça veut dire qu'il faut être prêt à communiquer les plans d'action. C'est pas toujours facile à faire, hein. Je préfère à le dire quand même. Et puis qu'il faut, voilà, il faut jouer la transparence. La troisième vague dont je parlais tout à l'heure, on a pu segmenter les résultats par grand domaine métier, par grande direction au sein de la mutuelle, chose que nous n'avions pas fait dans les éditions précédentes. Et donc, du coup, avec les résultats, on va au plus près des managers, de leurs préoccupations, on va au plus près des préoccupations des salariés, parce que, je dirais, la réponse d'un salarié de la direction des richesses humaines, c'est pas forcément la réponse d'un salarié de la direction commerciale, etc. Donc, ça nous permet aussi de mieux cibler les opérations. Ce que j'ai pas dit aussi tout à l'heure, c'est que on a aussi opté pour un partage des résultats des vagues avec les partenaires sociaux de la mutuelle. Ça, je pense que c'est aussi important qu'on soit transparent avec eux, parce que ça nous permet à la fois, nous, de faire passer des messages pour des fois tordre un peu le cou à des idées qui sont pas forcément reçues, mais en tous les cas, des façons de voir qui ne seraient pas les mêmes, ou au contraire, ça permet aussi aux partenaires sociaux de dire « Ah, voyez, on vous l'avait bien dit qu'il y avait un problème.
Et du coup, ça nous permet de le cibler. Donc, à la réponse à la question, je ne sais pas si je l'ai donnée en faisant comme ça, mais en tous les cas, si question il faut y répondre. Même si on ne sait pas répondre, on dit qu'on ne sait pas répondre. Mais ceci dit, pour répondre à la question, c'est vrai que ça a été un sujet au départ et que ça nécessite d'accompagner les managers, de leur expliquer comment répondre. Ça nécessite aussi de leur expliquer qu'ils peuvent dire non ou ils peuvent dire c'est pas prioritaire. Enfin, c'est pas parce que les collaborateurs s'expriment et demandent qu'on doit dire oui à tout. Enfin, c'est pas une tyrannie. C'est exactement ça. Exactement donc, ça. Voilà, c'est ça. Au départ, on a dû expliquer ça aux managers parce qu'il y avait un petit stress qui était si les collaborateurs peuvent en permanence me parler, ça va devenir compliqué. Non, ça ne va pas devenir compliqué. C'est-à-dire que l'entreprise a un plan d'action, a des priorités. Le manager prend du feedback beaucoup plus régulier parce que tout le monde sait que l'enquête annuelle est terminée. Donc, c'est déjà un signe de cheminement, mais ce n'est pas pour autant que c'est de la co-gestion, même si c'est de la co-création. Dernier sujet d'aujourd'hui, après avoir vu les managers, on a prévu de parler des collaborateurs. Pour vous, Thomas et Eric, où en est l'engagement des collaborateurs? Donc, c'est le slide suivant, Karine. Donc, comme vous avez pu le remarquer, je ne peux pas partager mon écran parce qu'évidemment, c'est ça qui est drôle, c'est quand on fait un webinaire, alors je partage mon écran toute l'année, tous les jours avec mes clients. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'engagement des collaborateurs? On a vu en définitive que tout était possible quasiment à distance pendant le confinement. On a vu que le lien, par certains endroits, s'était délité, à d'autres endroits, c'était plutôt renforcé parce que les collaborateurs, les managers et l'entreprise ont géré la crise. Et puis, est-ce que vous pensez que le retour sur site, qui est quand même la question que toutes les entreprises ont en tête, est-ce que le retour sur site est une priorité? Et là, j'avoue qu'Eric, tu nous as étonnés dans la préparation du webinaire, donc je te laisse. C'est ce que j'ai dit. Pour reprendre là-dessus sur le retour sur site, est-ce que c'est une priorité? La question est mal posée, si je puis m'exprimer ainsi. La question, c'est pas… Est-ce que la priorité, c'est le retour sur site? C'est pas ça la question. La priorité, c'est de savoir comment on va sortir de la période de pandémie et quelles organisations du travail on va pouvoir mettre en place. S'il y en a qui croient, en tous les cas, c'est pas ma conviction, s'il y en a qui croient que du jour au lendemain, tout le monde va revenir comme avant, ça, je n'y crois pas un seul instant. Voilà. Je pense qu'on gardera un haut niveau de travail en distanciel. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont revenir sur site. Tout à l'heure, je dirais ce que je pense des sites. Mais la priorité, c'est d'organiser la sortie de la situation et pas d'organiser le retour sur site. Même s'il y a des gens qui reviendront sur site, bien évidemment. Je pense que ça ne reviendra jamais comme ça. Moi, j'ai du mal à l'imaginer sur les différents sites que je connais dans la mutuelle. Il y a des gens qui veulent continuer à être en distanciel. Et donc, la priorité pour moi, c'est pas ça. Voilà. Même si… Et on aura sûrement des réflexions à avoir aussi. On a des débats dans notre mutuelle aujourd'hui sur peut-on faire du télétravail quand on est dans un réseau de distribution? Vaste sujet. C'est super compliqué comme réponse à apporter. Parce que la raison d'être d'un réseau de distrib, c'est d'accueillir le client physiquement. Sauf à ce qu'on imagine qu'on reçoive le client dans sa cuisine, que j'ai encore un peu de mal à imaginer. Il va bien falloir continuer à accueillir. Est-ce qu'il n'y a pas des modes de travail à envisager qu'on n'a pas forcément voulu encore ou pu explorer aujourd'hui? Je pense qu'il y en aura. Mais le travail sur site, c'est pas… le retour de tout le monde sur le site, c'est à mon avis très très peu probable. Pour autant, le site a son importance, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Thomas? Sur l'engagement des collaborateurs, peut-être? Oui, alors en fait, l'engagement des collaborateurs, on a vu un changement de composante autour de cet engagement très net avant et après. Enfin, franchement, c'était quasiment radical. Où avant la crise, parce qu'il n'y avait pas de sujet particulier, les indicateurs étaient plutôt verts, on avançait malgré tout, on mettait ces sujets-là un peu de côté, on cherchait à pouvoir améliorer de ci, de là par des tours de vis, etc. Avec la crise et avec ce qui s'est passé, il y a eu un vrai shift. Et il y a eu une prise de conscience par les entreprises, par les dirigeants, par le management, que le fameux retour à la normale ne se ferait pas de toute manière à l'identique.
Et ne se faisant pas identique, la question, c'était le curseur. Est-ce que, effectivement, en termes de curseur, dans mon entreprise, est-ce que, bien évidemment, le télétravail allait être une sorte de biais qui allait enfoncer le clou dans ce sujet-là? C'est est-ce que j'allais me retrouver dans des organisations avec 0, 1, 2, 3, 4, voire 5 jours de télétravail, et bien évidemment, avec à l'intérieur de ça, des évolutions en termes d'organisation, des évolutions en termes de locaux, des évolutions en termes de management, des évolutions en termes d'accords sociaux, parce qu'évidemment, ça touchait les accords QVT en place pour ceux qui existaient, etc., ou à venir. Et donc, il y a une géométrie variable à l'intérieur de ça qui a permis aux entreprises d'évoluer. Et dans celle qu'on suit, il y a des entreprises qui sont pour l'instant plutôt en attente et de se dire à un moment donné vers où va le vent, et puis je vais prendre effectivement le vent et je mettrai ma voile à ce moment-là pour que ça avance. Et puis il y a des entreprises qui ont décidé de pouvoir tenter quelque chose et de travailler sur des projets de fond qu'on connaît aujourd'hui sous les noms de projets de type Future of Work, Smart Working, etc. Et en se disant, vu ce qu'on a vécu, vu ce qu'on a appris de l'autonomie, de la volonté d'agir, de la confiance qu'on pouvait avoir, etc., auprès des différents collaborateurs, quelles sont les bonnes pratiques qu'il faut que je réintègre dans mon nouveau quotidien pour que derrière, in fine, l'expérience collaborateur et donc l'engagement de mes collaborateurs soient au rendez-vous. Et donc, il y a des vrais projets de fond et qui vont se tester pendant 1, 2, 3 ans, parce qu'on l'a bien vu pendant 1 an avec le télétravail. Au début, on s'est dit, ah, c'est la solution. Puis quand on l'a trop consommé, on s'est dit, bah non, finalement, c'est un peu compliqué. Et puis, tout le monde n'est pas égaux face au télétravail et ainsi de suite, tant en termes d'individus qu'en termes de métier et ainsi de suite. Et donc, tout ceci se cherche. Et aujourd'hui, c'est de se dire, OK, ben je vais, et ça reprend un des points qu'on a vu tout à l'heure, c'est le test and learn, ou la boule de cristal d'Eric, c'est-à-dire que personne ne peut dire aujourd'hui quelle va être la bonne structuration, la bonne organisation d'un coup d'un seul. On est obligé de rentrer là-dedans, et donc il faut impliquer les collaborateurs, les mettre justement dans cette dynamique qui les affectionne tout particulièrement, et de se dire, trouvons ensemble la bonne géométrie, sachant qu'au sein même de l'entreprise, la géométrie va être variable. Et d'une équipe à l'autre, on va avoir des éléments différents. Tout à fait. Mais donc, ça reboucle avec un des commentaires de Stéphanie Boulet qui nous dit que le retour sur site est une attente forte des salariés. C'est clair, c'est l'histoire du lien social, de travailler en équipe, de voir ses collègues, d'être dans un environnement qui me stimule, qui me donne des repères, etc. Donc, c'est bien l'introduction du séminaire, le webinaire qui va faire la conclusion, quoi. C'est le bon équilibre entre télétravail, travail sur site et puis éventuellement le tiers-lieu, et donc de bien réfléchir aux usages de chacune des propositions et comment est-ce qu'on organise le travail parmi ces 3 lieux. Et puis on a Marie Deplace qui nous dit, on parle de retour sur site, mais quid de l'arrivée sur site pour les nouveaux collaborateurs. Donc ça, c'est un sujet qui a émergé très fortement et qui a été un petit souci pendant le confinement, c'est l'onboarding des collaborateurs, c'est-à-dire comment on accueille un collaborateur, comment est-ce qu'on lui transmet une partie de la culture, comment est-ce qu'on lui transmet les outils, les process, la méthode, la façon qu'il fait son réseau. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et l'onboarding, typiquement, fait partie des sujets comme la créativité, comme l'innovation, comme la gestion de projet, en tout cas le lancement des projets qui nécessitent du présentiel. Donc, dès qu'on pourra revenir en présentiel pour l'onboarding, je pense que ça fera du bien aux personnes qui rejoignent les entreprises. Pour autant, on a vu des tas de personnes qui ont rejoint des entreprises pour qui ça s'est bien placé. Mais ça veut dire d'être beaucoup plus, par exemple, dans l'explicite que dans l'implicite. J'ai beaucoup travaillé avec un de mes clients là-dessus. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient une culture qui était beaucoup dans l'implicite et dans le relationnel. Et donc, pour l'onboarding, il faut que les choses soient quand même explicitées. Il faut y accorder une attention particulière. Éric Thomas, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on clôture ce webinaire quasiment à l'heure. Il est 46. On pourrait discuter des heures, donc on ne va pas relancer sur les thématiques, on en fera d'autres du coup. Thomas ? Le seul message que j'aimerais passer et qui n'est pas lié du tout à la plateforme, c'est que il y a aujourd'hui
on le ressent bien, il y a une vraie attente de cette adaptation et de cette nouvelle façon de faire, où aujourd'hui, elle est pleine d'espoir sur ce que ça pourrait donner. Il faut y être quand même attentif, parce que ça peut générer quelques effets de bord, notamment au travers des charges et des surcharges. Hein. C'est un peu le premier ennemi du télétravail, c'est cette charge et un peu ce back-to-back réunion qu'on a en permanence. Et donc, il y a un certain nombre de choses. Et notamment, il y a un client, alors d'autres l'ont dit, mais je l'ai vu faire, etc. C'est des réunions de 45 minutes et on laisse un quart d'heure à tout le monde entre chaque réunion. Hein, voilà, je vais m'arrêter, comme ça je laisserai le quart d'heure. Il y a plein de choses à mettre en place pour que cet équilibre s'installe et donne un nouvel élan à ce monde du travail. Merci à tous. Je pense qu'on est tous en train de vivre collectivement une expérience absolument incroyable. Il n'y a pas eu de transformation dans l'organisation du travail depuis des décennies qui soit aussi importante. Donc, je pense que tous ensemble, on est tous ensemble et avec nos collaborateurs et nos entreprises en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire du travail. Et je souhaite à tous qu'elle soit aussi passionnante et que vous soyez aussi passionnés que nous le sommes. Merci pour votre participation et très bonne fin de journée. Merci à tous. Merci, Eric. Au revoir.